Merci d'être avec nous, nous avoir fait confiance. Je me permettrai, donc on va parler de reconversion, en tout cas de pouvoir définir à quel moment c'est le bon moment d'y aller. Donc c'est une jolie conclusion de cette matinée au sujet du pilotage de notre carrière, c'est de définir finalement si c'est le bon moment d'amorcer un virage ou pas. Mais je vous laisse démarrer tout de suite et je vous dis à tout de suite. Alors à tout à l'heure. Merci Valentine. Merci. Je peux partager mes slides tout de suite ou c'est voilà. Les voilà. Eh ben parfait, merci beaucoup. Alors bonjour à toutes les présentes. Là, sur cette dernière demi-heure, et je vais essayer de ne pas dépasser le temps imparti du coup, on va essayer de voir assez brièvement tout ce qu'il faut savoir avant de changer de voie. C'est un sujet qui est important. Très rapidement, je me présente. Donc, je m'appelle Marina Bourgeois. Je co-dirige le cabinet Oser rêver sa carrière, qui est spécialisé en transition professionnelle et en épuisement, burn-out, épuisement professionnel. Par ailleurs, j'anime le podcast Cheminement, qui est dédié également à la carrière et ses transitions. Et dans mon temps libre, parce que j'aime bien écrire, j'écris des ouvrages sur nos sujets de prédilection. Ce qui est très important à dire quand on envisage un changement de voie, c'est que la reconversion, qui est l'option à laquelle on pense bien souvent quand on en a vraiment ras-le-bol de son travail, ras-le-bol de son secteur, de son poste, ça n'est pas la seule modalité de changement de voie. C'est important à dire parce qu'il y a plein de modalités d'alternatives qui sont possibles. Je vous les ai mises sur le slide avec notamment ce qu'on appelle le job crafting. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Le job crafting, c'est le fait d'étudier en gros son poste et d'essayer de le réadapter, de le remodeler pour faire en sorte qu'il soit davantage en adéquation, en accord avec ce qui l'on est et avec ce qu'on a envie de vivre à son travail à l'avenir. Le job crafting, c'est aussi quelque chose qui se travaille en bilan de compétences, de la même façon qu'une reconversion. On peut également éventuellement opter pour un changement de poste via une mobilité interne. On peut décider de changer d'entreprise, on peut décider d'opter pour une bifurcation légère ou, en effet, vers une reconversion radicale. Tout ça pour vous dire que si vous envisagez de changer de voie, attention à ne pas partir trop vite sur l'option un peu classique, mais qui peut parfois être déceptive, qu'est la reconversion radicale. Il y a tout un tas une palette et tout un tas de nuanciers avant d'arriver à la solution la plus radicale. Et je vais vous livrer quelques clés pour bien préparer, en tous les cas, ce changement, quel qu'il soit. La première des choses, vous l'avez peut-être vu ce matin avec d'autres intervenantes, c'est de faire le point. Faire un vrai état des lieux et de passer votre situation au scan. C'est très important de bien identifier si vos questionnements du moment relèvent d'un profond questionnement, vraiment un profond envie de changement, ou d'un ras-le-bol passager. Pourquoi c'est important de s'interroger là-dessus? Parce que il faut aller chercher s'il y a une envie et une acceptation de changer, d'être dans le changement, ou si finalement c'est un ras-le-bol et que quelques éléments pourraient être changés, notamment via le job crafting, au sein de votre travail. Et puis, il n'y a pas que ça. Parce que nous, on le voit en pratique, on a parfois des personnes qui viennent à nous avec des envies de changement, qui nous disent, voilà, j'ai envie de changer de carrière, j'ai envie de changer de poste, de secteur, d'environnement de travail. Et puis, quand on creuse, finalement, pendant le bilan ou autre prestation, on se rend compte que ça n'est pas forcément le professionnel qui pêche, mais parfois, c'est autre chose. Ça peut être le personnel, mais parfois, c'est aussi l'organisation de vie de façon générale. Et il n'est pas rare que certaines personnes, à l'issue, par exemple, d'un bilan de compétences, décident non pas de changer de voie, de faire une bifurcation, une reconversion, mais décident de réorganiser leur vie de façon générale et d'investir davantage de choses dans la sphère extra-professionnelle, de cultiver des activités, de cultiver des centres d'intérêt, de devenir bénévole ou que sais-je encore, et ne changent pas tellement leur vie professionnelle. C'est pour ça que attention à la précipitation et aux décisions trop hâtives, c'est important de se poser et vraiment de faire le point pour identifier très clairement ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas. Une fois que vous avez fait cet état des lieux, et une fois que vous avez répondu à ce questionnement interne, ras-le-bol passager ou questionnement de fond, une deuxième question mérite vraiment d'être posée.
C'est est-ce que je suis vraiment prête en ce moment à m'emparer de ce sujet, de mon envie de changement, et est-ce que c'est le bon moment pour moi? Parce que mine de rien, quand on décide de s'emparer du sujet et qu'on se lance dans un bilan de compétences, un coaching carrière ou autre, ça prend du temps. Ça prend du temps, donc il faut se rendre disponible. Il faut réussir à caser des plages dédiées à ça dans son agenda. Et c'est l'intérêt d'ailleurs de l'exercice, parce que bien souvent, on se dit « Ah, j'ai envie de changer », et puis finalement, le quotidien est là, le quotidien reprend le dessus. On a cette petite voix à l'intérieur qui nous dit je sens que je suis pas au bon endroit, etc. Mais ben voilà, il y a la logistique quotidienne, il y a la maison, les enfants, les joies, les soucis, etc. Et puis on ne s'empare pas du sujet. Se faire accompagner, on en reparlera juste après, c'est l'occasion de créer du temps pour ça. Ça vous oblige, en fait, lorsque vous avez vos rendez-vous avec votre coach, votre accompagnante ou autre, ça vous oblige, en fait, d'avoir ce moment réservé, d'avoir ce moment qui est dédié à vous, rien qu'à vous, qui doit normalement être un moment cocon, qui va vous permettre en fait de travailler à ce changement. Donc, il faut s'assurer d'avoir du temps. N'amorcez pas un bilan de compétences si vous êtes vraiment dans la phase de rush la plus importante de l'année, par exemple. Et c'est aussi important de savoir si vous êtes prête au niveau émotionnel, parce que entreprendre un changement dans la vie, quel qu'il soit, que ce soit un changement de poste, de ville, de conjoint, de conjointe, etc., évidemment, ça n'est pas neutre émotionnellement. C'est un yo-yo émotionnel. Ce sont des montagnes russes émotionnelles. Et quand on décide de changer de voie, on passe par plein d'émotions qui peuvent être plus ou moins confortables à vivre. De l'excitation du début quand on entreprend un bilan, par exemple, parce qu'on se dit oh, « ça y est, je m'empare du sujet, je vais avancer, je suis plus toute seule, etc. » face à ma page blanche. Et puis, après, il y a de l'impatience parce qu'on a vite envie de savoir où on va. Parfois, il y a du découragement parce que ça prend du temps, un bilan. On ne trouve pas comme ça l'idée pour votre prochain métier ou la construction de votre future carrière d'un coup d'un seul. Donc ça aussi, il faut être au clair là-dessus. Est-ce que je suis prêt en ce moment à vivre des montagnes russes émotionnelles? Je ne parle pas de grandes montagnes russes, hein, mais je parle de petites variations qui peuvent être parfois inconfortables. Et puis enfin, il faut être au clair aussi sur le niveau financier. Est-ce que je dispose de fonds pour me faire accompagner? Est-ce que j'évolue seule dans ce questionnement-là? Est-ce que j'ai du crédit CPF ou non? Si je suis indépendante, est-ce que le FIFPL, par exemple, peut me financer? C'est-à-dire faire un point sur le montant que vous êtes prêt à investir, entre guillemets, sur la construction de votre future carrière. Ce sont vraiment 3 points sur lesquels il faut être très au clair parce que c'est facilitant pour l'après. Et une fois encore, revient quasiment toujours cette fameuse question, est-ce que je chemine seule ou est-ce que je chemine via un accompagnement? Là-dessus, il n'y a pas de réponse universelle. Il y a des personnes qui arrivent très bien à cheminer toutes seules et à faire, entre guillemets, leur auto-bilan de compétences et à même se reconvertir seules. En revanche, pour d'autres, quand c'est le flou artistique total et si vous êtes complètement dans le brouillard, ou alors même que vous avez trop d'idées et que vous ne parvenez pas à les trier, que vous agissez de façon éparpillée, au final, vous tournez en rond. Vous tournez en rond et vous arrivez à ce qu'on appelle dans notre jargon à nous le syndrome de la page blanche. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous tournez en rond et puis il n'y a plus d'idées. Vous avez beau vous inspirer, écouter des podcasts, lire des livres de dev perso sur la reconversion, etc. Ça bloque. Vous sentez que vous atteignez une limite. C'est à ce moment-là, en tous les cas, selon moi, qu'il est intéressant de se poser la question, est-ce que je continue seule ou de façon accompagnée? Parce qu'en fait, le risque à continuer seule et à être face à ce syndrome de la page blanche, c'est de procrastiner. Et c'est d'abandonner finalement, c'est de se dire, finalement, il n'y a pas d'idée qui émerge, j'y arriverai jamais, le changement, c'est pas pour moi, ou alors de remettre ça à plus tard. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Finalement, on reste dans sa position, on reste dans parfois ce qu'on appelle un confort inconfortable, c'est-à-dire qu'on est dans un boulot, on a des avantages, mais c'est pas complètement satisfaisant. Et on peut rester dans l'immobilisme. Et ça, c'est particulièrement dangereux, toute proportion gardée bien sûr, mais c'est dangereux en tous les cas pour les personnes qui ont le sentiment de se contenter depuis déjà fort longtemps, ou pour des personnes qui sont dans des situations de souffrance au travail, ou pour des personnes qui sont dans des situations d'ennui ou de lassitude au travail.
Donc voilà, c'est une vraie question que de savoir est-ce que j'y vais seule ou est-ce que j'y vais via un accompagnement. Ensuite, autre question à se poser, que vous avez sans doute dû voir aussi un petit peu ce matin, c'est quel est le bon dispositif pour moi si je décide de me faire accompagner. Quand on est en plein questionnement et qu'on ne sait pas où on va, mais que ça y est, on a décidé vraiment d'y aller et de s'emparer du sujet, il y a majoritairement 3 dispositifs qui sont à votre disposition. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'outplacement. L'outplacement, c'est une prestation qui est prise en charge par votre employeur, généralement quand vous sortez de l'entreprise, c'est-à-dire soit parce que vous avez, par exemple, négocié une rupture conventionnelle, soit parce que vous êtes licencié, vous avez le droit, mais qui peut être refusé par l'employeur, attention, généralement ça se négocie et parfois avec un avocat, mais en tous les cas, vous pouvez faire la demande à votre employeur de vous financer un coaching de repositionnement professionnel qu'on appelle l'outplacement, qui est un coaching long qui va vous permettre 2 choses, à la fois de faire un bilan pour savoir exactement ce que vous souhaitez pour la suite et ensuite de faire tout le travail d'action et de repositionnement sur le marché du travail ou de démarrage d'activité d'entrepreneuriat si tel est votre choix. On considère généralement que c'est le coaching le plus abouti et le plus long, l'outplacement. Vous avez également ce qu'on appelle le bilan de compétences. Je crois que ma collègue auparavant en parlait. Je suis arrivée sur la fin. Donc, vous en avez entendu parler. Je ne vais pas m'étaler, bien sûr, sur le sujet. L'avantage du bilan de compétences étant qu'il peut être financé via le CPF si vous disposez d'un crédit CPF suffisant. Donc, ça, c'est très intéressant. Et vous avez également le bilan de compétences spécial burn-out, post-burn-out, pour les personnes qui auraient malheureusement essuyé un épuisement professionnel, qui auraient traversé ce tsunami, ce cataclysme qu'est le burn-out. Pourquoi je vous les présente? Parce que c'est important, une fois encore, d'être au clair et de savoir comment vous avez envie de vous faire accompagner. Et ça, évidemment, ça dépend toujours, on en revient toujours un peu au nerf de la guerre, mais à l'aspect financier en fonction des crédits que vous avez. Est-ce que vous avez assez de crédits CPF? Est-ce que vous disposez d'une petite trésorerie financière perso dans laquelle vous pourriez piocher pour construire l'avenir, etc., etc. Mais je tenais à vous parler de l'outplacement parce que c'est un dispositif qui est peu connu. Or, il se démocratise quand même beaucoup aujourd'hui. Il y a peu de gens qui savent, c'est possible de négocier ce type d'accompagnement avec l'employeur. Donc ça, il faut y songer également. La clé numéro 2, donc après s'être posé toutes ces questions, là, on va rentrer dans le pratico-pratique. Là, on va démarrer ce qu'on appelle le cahier des charges de votre futur projet pro. Imaginez que vous avez envie de vous faire construire une maison. Vous allez sans doute faire appel à un entrepreneur à qui vous allez dire, voilà, dans cette maison, je voudrais tant de fenêtres, je voudrais tant de mètres carrés, je ne voudrais surtout pas ci, je ne voudrais surtout pas ça. C'est ça que vous pouvez démarrer à faire, même quasiment tout seul au démarrage, en tous les cas de votre côté, c'est démarrer ce fameux cahier des charges de votre futur projet pro. Pour ça, moi, je vous conseille vraiment, avant de rentrer dans le détail, de penser projet de vie. C'est-à-dire que c'est important, quand on entreprend un changement de carrière et qu'on ne sait pas où on va, d'être d'abord au clair sur qu'est-ce que je me souhaite pour la suite. Comment j'ai envie de vivre dans les prochaines années qui viennent? Quelle place j'ai envie de laisser à mon travail? Quelle place j'ai envie de donner à partir de maintenant à ma vie personnelle, à ma vie familiale, par exemple, à mes enfants? Qu'est-ce que j'ai envie de cultiver en dehors du travail? Bref, pour ça, il existe un exercice, l'exercice du carré de vie idéal qui vous permet de faire le point dans chaque compartiment, même si évidemment les choses ne sont pas strictement cloisonnées. Mais c'est de prendre d'abord ce temps d'introspection pour vous poser et vous dire, voilà, qu'est-ce que je me souhaite pour l'avenir? Elle est importante cette question. Qu'est-ce que je me souhaite pour l'avenir? Qu'est-ce que je veux pour moi pour l'avenir? Au besoin, j'enverrai à Valentine le lien et l'exercice en PDF pour que vous puissiez le faire. Mais voilà, d'ores et déjà, n'hésitez pas à faire une petite capture d'écran et puis réfléchissez. Qu'est-ce que je me souhaite dans chacun de ces domaines? Ça vous donne déjà des billes parce que si vous avez envie de miser beaucoup, entre guillemets, de cultiver plein de choses désormais en dehors du travail, eh bien, il va falloir partir vers un travail ou un secteur ou un poste qui va vous permettre de cultiver des choses en dehors. Donc, vous voyez à quel point les choses sont liées. Il faut avoir une vision d'abord globale et holistique. Quel est mon projet de vie? Et une fois que vous êtes au clair sur ce sujet-là, sur votre projet de vie, il est important évidemment d'être très au clair également sur vos contraintes.
c'est-à-dire la réalité, on revient au réalisme. Quelles sont mes contraintes organisationnelles, familiales, financièrement, où j'en suis, quel est le seuil en deçà duquel je ne peux pas descendre si je me reconvertis, par exemple, patrimonialement où j'en suis, et puis est-ce que j'ai des contraintes médicales. Bref, il faut absolument poser toutes vos contraintes pour être sûr, quand vous allez avancer dans votre cheminement, de toujours respecter ces contraintes et de ne pas partir dans un projet qui soit non viable, qui soit fantasmagorique, parce que la fantasmagorie, c'est vraiment l'écueil principal des personnes qui souhaitent se reconvertir en se disant que l'herbe est forcément mieux après, plus tard, ailleurs. Or, ça n'est pas toujours le cas. Donc, vraiment être très au clair sur vos contraintes, c'est absolument impératif. Et puis après, faire cet exercice de savoir qu'est-ce que vous souhaitez en termes d'environnement de travail. Environnement de travail, c'est tout ce qui va être de l'ordre des personnes que vous avez envie de côtoyer dans votre univers professionnel, de la rémunération, des modalités de travail. Est-ce que vous travaillez seul ou non? Où est-ce que vous avez envie de travailler? Dans quel type éventuellement d'entreprise, de secteur, etc. Alors évidemment, c'est un gros boulot, hein, dans un bilan ou un coaching, on prend énormément de temps pour ça, mais d'ores et déjà, vous pouvez vous poser la question de savoir qu'est-ce qui aujourd'hui pour moi n'est plus négociable. Quels sont les points sur lesquels, compte tenu une fois encore de la femme que je suis aujourd'hui, je ne céderai pas? Qu'est-ce qui est absolument essentiel pour moi, sur quoi je ne me compromettrai plus? Déjà, ça vous donne un aiguillage. Et ça doit être votre boussole, c'est-à-dire les éléments qui sont fondamentaux pour vous, ne vous en éloignez pas au fur et à mesure de votre cheminement, parce que ça voudrait dire que vous faites fausse route. Si vous vous éloignez, que vous vous compromettez sur ces éléments qui sont pourtant non négociables pour vous, forcément, il y aura un désalignement ou une insatisfaction ou une déception derrière. Donc, ça doit être votre boussole. Ça, évidemment, ça se construit, ça prend du temps, mais vous pouvez d'ores et déjà jeter sur le papier ce qui vous vient là en tête, qu'est-ce qui n'est plus négociable pour moi dès aujourd'hui, pour l'avenir. Et puis, évidemment, une fois que vous avez fait ça, que vous avez réfléchi à votre projet de vie, que vous avez identifié le type d'environnement de travail idéal et quels sont les non négociables pour vous, l'idée, évidemment, c'est de faire émerger des idées. Alors, tout ça, là, je vous le présente de façon vulgarisée et un peu rapide parce qu'on a une demi-heure ensemble. Mais déjà, sachez à l'évidence qu'il n'y a pas besoin d'avoir de passion pour se reconvertir si tel est votre choix. Il y a beaucoup de gens qui pensent que on ne peut se reconvertir radicalement que si on a une passion, que si on est passionné par quelque chose. Pas du tout. Je peux vous assurer que nous, les personnes qui se reconvertissent au cabinet, dans la grande majorité des cas, vraiment, ce sont des personnes qui sont arrivées sans passion particulière. Et ça n'est d'ailleurs pas toujours une bonne idée que de professionnaliser une passion, parce que le risque en professionnalisant une passion est de s'éloigner du côté loisir et bien-être qu'elle procure et de faire entrer de la contrainte et du stress dedans. Mais je referme la parenthèse. Pour faire émerger, donc à côté de l'environnement de travail, les cœurs de métier. Je dis bien les parce qu'on est pluriel et qu'on peut avoir envie de faire plusieurs choses. Mais en tous les cas, pour faire émerger des idées et des envies. Évidemment qu'il faut surfer sur vos centres d'intérêt. Ça se travaille également en coaching, en bilan, en outplacement. Mais surtout, n'hésitez pas à aller identifier ce qu'on appelle vos zones de flow. Le flow, ce sont tous ces moments pendant lesquels vous faites les choses avec fluidité, avec aisance. Les choses sont faciles pour vous. Vous ne voyez plus le temps passer et vous avez le sentiment d'être doué, d'être utile. Cette notion de flow, c'est vraiment une notion qui se travaille en coaching et essayez d'identifier aussi bien au niveau professionnel qu'extra-professionnel, à quel moment au pluriel vous êtes dans ces zones de flow, donc à quel moment vous prenez du plaisir. Et une fois que vous avez identifié tous ces moments de flow, ce qui est très intéressant, c'est d'aller passer à la boussole les compétences que vous avez utilisées, que vous utilisez pendant ces moments de flow. Qu'est-ce que vous avez activé, qu'est-ce que vous avez mobilisé en vous pendant tous ces moments? Une fois que vous avez travaillé ça et que vous avez identifié vos compétences, l'objectif, si vous souhaitez changer de voie, c'est évidemment pas que de identifier toutes vos compétences actuelles. C'est un travail qu'il faut faire, mais
pour savoir ce que vous avez envie de faire derrière, la question à se poser, c'est de savoir, parmi toutes ces compétences que j'ai, quelles sont celles que j'ai envie d'utiliser par la suite? Quelles sont les compétences que j'ai envie de mobiliser dans mes futures journées professionnelles, dans mon futur quotidien professionnel? Parce que si vous vous contentez, entre guillemets, d'identifier juste vos compétences et celles que vous avez toujours utilisées, vous allez probablement rester, même avec votre accompagnant, sur des trajectoires que vous connaissez déjà. Si vous souhaitez ouvrir le champ des possibles, il est très important d'aller identifier aussi les compétences, qu'on appelle les compétences enfouies, c'est-à-dire des compétences, des endroits où vous êtes doué mais vous ne le savez pas encore, donc ça aussi, ça se travaille. D'aller chercher aussi les compétences que vous aimeriez développer ou acquérir à présent dans le cadre d'une future vie professionnelle. Bref, il y a un gros travail sur les compétences, mais vous pouvez d'ores et déjà commencer en travaillant sur vos centres d'intérêt, ces fameux moments de flow, et être dans la projection et vous dire, OK, parmi tout ce que je sais faire, ce que j'ai envie d'acquérir, ce que j'ai déjà fait, qu'est-ce que je laisse de côté sur le chemin et qu'est-ce que je vais utiliser par la suite? Qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser au quotidien? Et une fois que vous avez fait ce travail d'émergence de compétences que vous avez envie d'utiliser à l'avenir et que vous avez déjà des éléments, des billes sur votre environnement de travail et vos critères non négociables, ça vous fait déjà de la matière. Et cette matière, vous pouvez vous en servir même tout seul, hors bilan de compétences, hors coaching, hors accompagnement, si vous souhaitez faire le cheminement seul. Là, ce qui est hyper intéressant, c'est de brainstormer. Brainstormer, déjà évidemment avec vous-même, mais avec soi-même, on atteint souvent une limite. Donc l'idée, c'est aussi de brainstormer avec d'autres personnes pour faire émerger des pistes concrètes. Ce qui est très intéressant, prenez une feuille et puis quand vous aurez posé votre projet de vie, les compétences que vous avez envie d'utiliser, l'environnement de travail dans lequel vous avez envie d'évoluer, vos centres d'intérêt, etc., soumettez cette feuille alors à votre accompagnant si vous êtes en bilan, mais ça, vous allez le faire naturellement, mais à vos proches. N'hésitez pas à envoyer votre listing de compétences, de centres d'intérêt et vos critères non négociables à votre conjoint, votre conjointe, vos enfants s'ils sont assez grands bien sûr, vos amis, vos proches, vos collègues s'ils sont dans la confidence de votre cheminement, etc. Et de leur demander objectivement, quand je te montre toute cette liste, à quoi ça te fait penser? À quoi tu penses quand tu vois tous ces verbes? Et là, vous allez voir, des idées vont émerger. Chacun va vous soumettre ses idées. Alors, certaines idées seront subjectives parce que les gens, évidemment, vous connaissent. Mais d'autres... Ah, Valentine, je ne sais pas si on n'a pas été coupé parce qu'il y a marqué fin de l'enregistrement. Mais est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous pouvez me faire un petit pouce? Si. Merci. Merci beaucoup. Donc, je termine. Je vais essayer de faire très vite. Valentine, tu veux que je continue? Oui, je vois que je suis réapparue, mais tout va bien. On était très attentifs à ce que tu nous disais, donc tout va bien. Tu veux que je continue ou j'ai presque fini? Tu me dis. Oui, termine. Ok, merci, c'est gentil. Bref, vous pouvez brainstormer avec vos proches, mais vous pouvez aussi brainstormer avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que cette liste dont je viens de vous parler de compétences de centre d'intérêt, vous ouvrez ChatGPT et vous lui demandez à quel métier au pluriel cela te fait penser. C'est tout bête, mais une fois encore, vont ressortir des idées qui vont vous faire cheminer. Et enfin, quand vous aurez fait émerger des pistes, le plus important, c'est vraiment d'aller dialoguer. Allez échanger avec des professionnels des secteurs ciblés. Vous pouvez même faire une immersion, je crois que vous en avez parlé juste avant. Inspirez-vous. Le côté inspirationnel, quand on décide de changer de voie, il est hyper important de voir que d'autres sont passés par là, que d'autres ont vécu des obstacles, que d'autres ont cheminé, ont eu les mêmes inquiétudes et les mêmes peurs que vous, qui sont absolument légitimes. Bref, échangez, inspirez-vous et surtout, n'hésitez pas à brainstormer sur vos critères importants avec les proches. Ça nourrit la réflexion. Vous ne tomberez peut-être pas tout de suite sur le ou les bonnes pistes, mais petit à petit, en cheminant, soit seul, soit en étant cadré, ou là, c'est encore autre chose, vous parviendrez à votre objectif. Mais une fois encore, prenez le temps de bien faire le point, d'être au clair avec vous et posez-vous la question de savoir, à partir de maintenant, est-ce que je continue solo? Est-ce que je continue avec quelqu'un? Si je continue avec quelqu'un,
avec quel dispositif, avec quels moyens financiers. Et après, vous verrez, vous serez dans une démarche structurée qui sera vraiment facilitante, parce que c'est ça l'idée, c'est de se faciliter le voyage pour arriver vraiment à l'objectif voulu, le changement de vie ou le changement de carrière. Et dans le changement de carrière, une fois encore, on a tout un tas de déclinaisons. On n'est pas obligé de tout envoyer valser pour retrouver un alignement, pour retrouver de la congruence, pour ne plus souffrir au travail ou autre. J'insiste vraiment sur cette palette de choix qui est possible et toutes les alternatives que vous pouvez mettre en place pour rééquilibrer et réajuster ce qui doit l'être aussi dans votre vie professionnelle. Valentine, il est 56 et je n'ai pas lu des questions s'il y en avait. L'IA me fait terriblement peur. Essayez, vous verrez. Valentine, du coup, je te laisse peut-être reprendre la main. Mais merci beaucoup, Marina, mais je voulais pas non plus interrompre ce que tu étais en train de dire et de partager, parce que je pense que c'est vraiment intéressant. Comme tu m'as dit que tu avais... Voilà, j'ai oui, tout à fait, mais je m'adapte aussi. Merci en tout cas, et effectivement, j'encourage à celles qui peuvent avoir des appréhensions à utiliser l'intelligence artificielle de tester. On ne prend pas de grands risques à tester. Il faut oser. Ça peut être très bluffant. Donc voilà, merci Marina d'avoir clôturé cette matinée, d'avoir l'énergie de nous tenir en haleine jusqu'à la fin. Merci à vous. Ça va être l'heure de déjeuner pour beaucoup. Je voulais vraiment remercier toutes les participantes qui sont avec nous depuis ce matin, qui nous écoutent, qui sont restées très actives et participatives. Voilà, déjà, vous remercie pour votre fidélité. Deuxième chose, de ne pas hésiter à partager ce que nous faisons. Profession Health, ça existe depuis 12 ans. Si vous avez bénéficié, si ça vous apporte quelque chose, n'hésitez pas à en parler autour de vous, aux femmes de vos entourages. On est une association. On sera à Lille la semaine prochaine. Alors, pour toutes celles qui nous écoutent du nord de la France, des Hauts-de-France, on est à Lille, enfin plus exactement à Tourcoing, jeudi et vendredi prochain, avec 2 jours extrêmement passionnants, très riches aussi. Ceux qui connaissent nos événements ailleurs, ou voilà, c'est du même acabit, vous allez certainement y trouver votre compte. N'hésitez pas à en parler. Nous avons lancé aussi très récemment, et c'est ça que je tenais à vous informer, une campagne de dons, parce que, eh bien voilà, les associations comme la nôtre, je pense, sont utiles. Mais bénéficient parfois de moins d'aide de l'État, ce qui est un peu notre cas. Donc, si vous avez envie de nous soutenir, notre action, de nous permettre de continuer à venir chez vous, au-delà des masterclass, de pouvoir aller dans d'autres villes de France, parce que c'est réellement notre ambition de pouvoir, l'année prochaine, on sera à Lyon, on reviendra à Lille, bien sûr. On aimerait bien revenir à Nantes. Voilà, mais il nous faut un peu de moyens. Donc, si un temps soit peu notre action vous aide, n'hésitez pas à aller sur notre page, nous faire un petit geste. C'est les petits comme les grands. Ça nous sert évidemment. Donc, merci en tout. Je voulais aussi remercier toute l'équipe, parce que cette masterclass, elle s'est préparée avec Gladys, avec Virginie, avec Anne, avec Sandrine, pour toutes les citer. Et voilà, et c'est toujours très qualitatif. Et bien évidemment, merci à Marina et tous les partenaires qui nous ont fait confiance, qui veulent bien venir consacrer du temps avec nous sur ces thématiques que l'on vous propose. Donc, merci 1000 fois. Je vous donne rendez-vous donc à Lille la semaine prochaine en présentiel. Nous y serons toutes en force, avec le sourire et beaucoup d'énergie à vous transmettre. Merci pour vos merci que je lis au fur et à mesure que je parle. Merci Valentine, beaucoup. Merci à tous. À bientôt, à la prochaine fois.